Au programme de cette quatrième et dernière partie, l'abstention et l'hypothèse d'une liste majoritaire participative à Rodez. Le 22 juin, vous aviez la réunion mi-mandat de Rodez Citoyen, à laquelle j'ai participé. Et il a été évoqué donc l'abstention. Pour rappel, les chiffres qu'on a, c'est qu'en 2014, au municipal de Rodez, il y avait 35,5% d'abstention. Et en 2020, 64%. Donc ça a explosé. La question que vous avez posée, c'était comment ramener les gens vers le vote. Est-ce que depuis, vous avez un début de réponse? Nous, la réponse qu'on a depuis... c'est pour ça qu'on est si attaché à la démocratie participative, quoi. C'est de redonner la possibilité aux gens de se rendre compte que leur avis a une importance, que leur avis compte et qu'il est entendu, et pris en compte et qu'ils peuvent faire bouger les choses. Parce que personne ne se rêve Don Quichotte, quoi. Aller combattre des moulins, ça fait triper personne, quoi. Et du coup, c'est redonner la possibilité aux gens, leur faire prendre conscience que oui, ils peuvent avoir une influence sur leur vie, sur leur ville, et faire avancer les choses. La plupart des abstentionnistes qu'on croise, ils nous disent « moi j'y vais pas parce que ça ne sert à rien ». Voilà. Donc je pense que la pierre angulaire de ramener les gens au bureau de vote, c'est de leur montrer que ça peut servir. Voilà. Et qu'on peut aussi faire changer les choses. Et puis pour Rodez, on a quand même aussi un combat. Alors là, c'est un peu contre un moulin avant. Voilà, moi j'adhère complètement à ce que disent Marion et Alexis. Mais on a quand même aussi cette particularité des bureaux de vote, tous dans la salle des fêtes. Et c'est quand même une des rares villes de France où c'est ça, hein. D'habitude, c'est dans les quartiers, c'est explosé partout dans la ville. Au plus près sauf de Rodez et au Neuf-Château. Donc c'est vrai que nous, c'est notre lutte depuis le début. Chaque fois, on écrit aux différents préfets qui se succèdent. Voilà. Mais parce qu'on dans les différentes élections, on les rencontre, les gens, ou hors élection, enfin les gens qui sont trop âgés, c'est compliqué, le bus du maire ne vient pas les chercher, Rodez c'est quand même plein de pentes, et nous on a rencontré sur le marché, alors là c'était pas lié au vote, mais une dame qui habite une très vieille dame qui habite en cœur de ville, qui ne peut même pas aller chercher les sacs poubelles à la salle des fêtes. Elle n'a pas de famille, elle n'a rien, alors elle fait comment pour aller voter? Moi, ça, je trouve ça aberrant. Alors, voilà, bon, mais on est à Rodez et il y a aussi ça. Donc, bien sûr, redonner confiance aux gens et avec quand même, c'est aller les voir, aller les écouter, recueillir leurs paroles, leur montrer que ça peut être utile, mais leur montrer aussi que si, par exemple, ils votaient pour nous, mais nous, on s'engage, enfin, nous, c'est pas notre métier. Il y a aussi ça, moi, dépolitiser, que ce ne soit déprofessionnaliser la politique, pas de cumul des mandats, il faut aussi changer les choses. C'est tous ensemble, quoi. Mais cette histoire des lieux de vote, ça peut paraître anodin, mais en fait, c'est hyper important. Je dis pas qu'ils vont tous se ruer. Ceux qui sont dégoûtés, ils sont dégoûtés. Donc, il faut les ramener autrement. Mais il y a aussi une animation dans les quartiers, quoi. Et tout à fait. Moi, je viens d'une ville où les bureaux de vote sont dans les écoles, partout dans la ville. Et en fait, le dimanche des élections, même si on n'est pas au courant, parce qu'on ne lit pas la presse, parce qu'on n'allume pas la télévision ou autre, on voit cette animation qu'il y a dans l'école qui est au milieu du quartier. Et bien souvent, on va voir, on discute avec les gens qui en sortent et tout ça. Et ça aide aussi. Les gens à s'intéresser à ce qui se passe. Moi aussi, c'était dans les écoles, à Paris. Oui. Moi, j'ai mis mes premiers pas dans un bureau de vote parce que le dimanche, j'allais jouer dans la cour de l'école qui était exceptionnellement ouverte, quoi. Ah oui. Voilà, ce qui n'a pas lieu à Rodez, quoi.
Et ça, le maire, quand on en a parlé en 2020, il dit « Dans les écoles ! Mais ils seront contents d'avoir à faire le ménage dans les écoles, mais vous êtes fous !» Ça se fait partout en France, ailleurs, et ils survivent. Mais incroyable. Et si on fait un peu de politique fiction, donc on imagine demain, vous êtes élu, votre liste est majoritaire, vous élisez un maire ou une mairesse. Comment vous mettriez en place la démocratie participative que vous promouvez ? Déjà, c'est ce qu'on portait aux dernières élections. Déjà, il faut créer un service avec des agents formés pour animer ça. Des animateurs qui sont formés en gestion de réunion, en distribution de la parole, en mise en confiance aussi des gens en fait, parce qu'il y en a beaucoup qui osent pas prendre la parole. Et puis on avait aussi comme projet de développer des maisons de quartier dans chaque quartier, de faire des centres de vie sociale et d'échange. Des lieux physiques où les gens peuvent se retrouver et échanger. Et toujours avec cette importance effectivement du personnel formé. Ça, c'est très important. C'est pas s'improviser, démocratie participative, pas du tout. C'est vraiment... bon, on a les post-it, donc... Ne serait-ce que dans chaque maison de quartier, par exemple, avoir une copie des décisions du maire et de ce qui est fait en conseil municipal, et d'avoir un endroit où les gens peuvent vous l'expliquer et où les gens peuvent donner leur avis. Mais déjà, rien que ça, avoir ça dans son quartier, c'est un pas qui est immense. Après, on voulait aussi faire, à la place des vœux du maire, de rassembler la population qui souhaite venir et de travailler ensemble sur un budget participatif, de mettre à plat les différentes orientations, les différents gros postes budgétaires qu'il y a du numérique. Donc déjà en commençant par de l'éducation populaire en fait, de faire prendre conscience aux gens de ce que ça coûte, déjà rien que le personnel de la mairie, et de combien sont dépensés dans chacun des services en fait, et pour pouvoir débattre avec la population et essayer de voir quelles étaient les priorités des populations pour essayer de gérer, parce qu'en fait c'est ça aussi le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc selon si on met l'argent dans des caméras de vidéosurveillance ou dans des agents présents physiquement sur le terrain, est-ce qu'on met plutôt des policiers ou est-ce qu'on met plutôt des éducateurs, il y a plein de choix différents possibles, et donc d'avoir l'occasion de discuter avec la population, d'expliquer comment ce que vous faites un petit peu en fait, qu'est-ce que c'est la politique, quels sont les moyens d'action, et puis de permettre aux gens d'agir concrètement, notamment via ce budget participatif. Et puis pour tout grand projet, justement, que ce soit une halle, que ce soit le rachat des haras, c'est une consultation, un débat. C'est pas dire moi je veux faire ça, c'est comme ça, je suis allée voir les halles, oh là là c'est trop beau, pavillon Baltard, ouais mais ça c'était une autre époque. Enfin voilà, c'est écouter, discuter, ne rien faire comme ça sur une lubie. Grand et petit projet, parce que surtout les services publics, ne serait-ce que donner la possibilité aux parents d'aller donner son avis sur les menus de la cantine, sur qu'est-ce qu'on fait manger aux enfants, quelles sont les animations qui sont organisées, quels sont les horaires de la garderie nécessaires. Plutôt que tout soit décidé et imposé d'en haut aux habitants, c'est de leur donner la possibilité de le choisir. Et puis, alors ça, c'était pas dans notre projet, parce que moi, depuis, j'ai participé à 2 rencontres nationales des listes et collectifs participatifs, citoyens, tout ça. Et donc, il y a des gens élus, il y a eu quand même pas mal de listes citoyennes élues. Et en fait, ce qui est super intéressant aussi, c'est de voir eux, justement, comment ils appliquent tout ça. Et c'est vrai que moi, dans tous ces témoignages, il y a aussi comment on mène un conseil municipal, puisque c'est public. Alors déjà de le faire à 17h, eh bien, à part quelques retraités,
ou chômeurs. Enfin, mais, ben voilà. Et puis même pour nous qui travaillons, c'est hyper dur d'être là à 17h. C'est quand même aussi, il faut le dire, une des seules villes qui le fasse si tôt. Les autres, c'est plutôt 18h, 18h30. Il y en a qui alternent 18h30 ou 20h30. Enfin voilà, il y a aussi ça, si on veut que les gens puissent venir participer. Et donc, dans ces villes qui sont en démocratie participative, ils ont réfléchi aussi à comment les inclure. Donc, il y en a, c'est à chaque fois au milieu du conseil, il y a des questions des citoyens qui ont été tirés au sort. Enfin voilà, c'est vraiment faire participer la population. Et que ce soit pas, ah bon voilà, on l'a élu, nous on peut plus rien faire. Non, on les écoute, on va au-devant d'eux et ils ont leur place. Et comment, si toujours dans cette idée où vous vous retrouveriez à gérer la mairie, comment vous géreriez vos rapports avec l'opposition ? Ouais, ça c'est super intéressant. Parce que moi justement, des témoignages que j'ai, c'est pas simple. Je pense que nous, ce qu'on réclame et ce qu'on veut, c'est que tous les élus qui ont un mandat représentatif puissent représenter les habitants, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. Je pense que si un élu de l'opposition nous dit moi j'ai rencontré des habitants qui me disent que ce projet n'est pas bien, et cet élu doit être écouté. Doit être écouté, et peut-être qu'on doit se dire, dans ce cas-là, est-ce qu'il ne faut pas retourner voir les habitants, les réinterroger, peut-être qu'on s'est trompé, voilà. Donc je pense que tous les élus doivent être écoutés. Les commissions et les conseils municipaux doivent redevenir des lieux de travail, parce que finalement le conseil municipal c'est le seul endroit où l'opposition peut s'exprimer, donc c'est intéressant aussi. Alors en fait, moi c'est vrai que pour répondre à cette question, j'appliquerais ce que j'aimerais qu'on nous applique, mais c'est, moi à chaque fois je suis stupéfaite qu'on nous humilie, rabaisse, fasse taire, simplement parce qu'on est de l'opposition. À chaque fois, je suis super perplexe en me disant, mais enfin, on est tous élus pour la ville. Donc en fait, il faut qu'on puisse discuter, débattre. Et des fois, mais on n'est pas d'accord, c'est normal, on n'est pas du tout des mêmes bords, tout ça, mais pour moi, la discussion, elle est très fructueuse. Et donc, c'est ce dont on souffre là, quand on s'en prend plein la tête, alors que l'idée paraissait bonne pour la ville. Donc, ça serait effectivement d'écouter, ne pas être dans ce jeu super débile, parce qu'en fait, quand on s'en prend plein la tête là, publiquement, et puis qu'après on vient nous dire, ouais, super idée, c'est hallucinant. Donc, effectivement, c'est ce que tu dis, c'est être à l'écoute, on travaille ensemble. Après, il y a des moments où on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Mais c'est normal et c'est sain qu'on soit pas d'accord. Et puis le débat est sain, tout à fait. Ce que nous, on a constaté, c'est que souvent, la majorité n'écoute même pas nos interventions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait une intervention, eux, ils sont dans l'optique de dire il faut qu'on leur rentre dedans. Il faut qu'on montre à la population que c'est débile, que c'est con, enfin voilà. Non, qu'ils sont débiles, qu'ils sont cons, oui. Les arguments, ils ne les entendent même pas. Et des fois, ils répondent, mais même pas à côté de la plaque par rapport à l'intervention qu'on a fait, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans l'optique de dire on va écouter et on va réfléchir si c'est bien ou pas, quoi. Voilà. Et donc je pense que c'est ça aussi qu'il faut travailler et pas avoir... Souvent on nous dit, nous on dit, on est minoritaire justement, on n'est pas de l'opposition. Voilà. Aujourd'hui la mairie nous voit comme une opposition. Nous on veut casser ça, il faut enlever ce terme d'opposition. Il n'y a pas d'opposition à la mairie, tout le monde est là pour les Ruténois. On est juste minoritaire. D'accord. C'est ça. Et si vous étiez toujours élu, est-ce que vous auriez un pouvoir pour changer le fonctionnement des institutions municipales ? Est-ce que vous pourriez, tout ce qui vous déplaît aujourd'hui dans son fonctionnement, est-ce que vous pourriez amender des choses ou est-ce que c'est verrouillé ? Alors, le règlement intérieur, par exemple, du conseil municipal, qu'on a créé au début du conseil, permet beaucoup de choses. Au début du mandat,
permet beaucoup de choses. Donc on pourrait déjà, par exemple, avoir un règlement intérieur du conseil municipal Permettre au public de prendre la parole, par exemple. Après, souvent, on ne veut pas changer le fonctionnement de la mairie. On veut juste que le fonctionnement de la mairie tel qu'il est devrait être appliqué, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas besoin de changer l'institution, on a besoin de changer la façon dont on le fait fonctionner, quoi. Ben oui. Bon, pour moi, une dernière question pour revenir un peu sur vous personnellement. Depuis que vous êtes élu, qu'est-ce qui a changé dans vos vies ? Dans nos vies. Plein de choses. On a beaucoup moins de temps libre. Ouais, carrément. On s'aperçoit que c'est un travail. Alors, nous, on est bénévoles. Il y a beaucoup de gens qui croient que tous les conseillers municipaux sont payés, mais c'est pas le cas. Donc, on est bénévoles. On s'aperçoit que c'est quand même un engagement à plein temps. Alors, nous, on travaille à côté, mais bon, bien souvent, beaucoup des temps libres sont consacrés à ça. Donc vous êtes entièrement bénévole et aucun frais n'est couvert par le budget de la mairie. Non. On a, si on veut se former, on a les formations qui sont couvertes. On a eu une tablette Oui. pour. On nous a mis à disposition une tablette parce qu'ils veulent pas nous imprimer les. Et pour les être documents. totalement transparent, on a une carte de parking pour pouvoir être à l'heure aux réunions. Voilà. C'est les avantages qu'on peut avoir et c'est tout. Donc effectivement, un temps énorme. Alors ça que moi je ne mesurais pas. Enfin, j'avais vu un petit peu, mais je ne mesurais pas à ce point-là. Et c'est vrai que les fois où je me disais, je vais quitter la mairie, je me disais, oh, ce temps que j'aurai. Après, ce qu'il peut y avoir aussi, qui a changé, c'est moi quand je vais au marché, tous les 5 pas, je rencontre quelqu'un qui me dit vous avez vu, le maire il a fait ci, le maire il a fait ça, voilà, des réactions de personnes qui nous sollicitent ou qui réagissent à des choses qui se sont passées. Voilà, on est des personnes publiques, quoi. Ce qui n'était pas le cas avant, mais voilà. Mais même quand on est... moi, j'habite dans une petite rue du centre-ville. Quand je suis devant chez moi... en fait, il n'y a plus aucun moment où, à part si je ferme la porte de chez moi... Tu sors de Rodez. Ou que je sors de Rodez, il n'y a aucun moment où tu n'es pas élu. Où je ne suis pas élue, voilà, c'est ça. C'est une casquette d'élus et de personnes, je sais pas comment dire, mais voilà, il y a pas on est tout le temps au service des gens, quoi. Même quand on aimerait avoir un temps libre, qu'on est à un concert ou quoi. Au fait, je voulais te dire, oui, mais là, je veux m'amuser, s'il te plaît. Je veux pas penser à la mairie, là, ce soir. Et après, je pense que ce qui change aussi, c'est la vision qu'on a de la ville. Parce qu'on s'en rend pas forcément compte, mais une ville, c'est aussi beaucoup de normes, beaucoup d'obligations. Et en fait, je pense qu'on voit plus les choses pareilles une fois qu'on sait comment ça fonctionne. Parce que les gens te disent, moi je voudrais un dodan là, mais bon, tu sais très bien que c'est pas faisable parce que c'est trop près d'un virage, enfin voilà. Et toutes ces choses-là qui sont hyper intéressantes aussi, parce qu'au quotidien, on voit plus la ville de la même façon. Voilà. Les interconnexions aussi qu'il peut y avoir entre différentes organisations, différentes associations, différents... Ouais, on a appris beaucoup de choses. Surtout la première année, c'était impressionnant. Enfin, moi, j'ai été impressionnée de la quantité de... J'avais pas autant appris depuis l'école, quoi. C'était une formation express avec les anciens élus et puis aussi pas mal tout seul, en fait, en lisant les notes, en allant chercher ce qu'on comprenait pas, etc. Et puis quand on sait que le stade de foot a coûté 30 millions d'euros, on n'y va plus de la même façon, on le regarde différemment. Plus que le musée Soulage. Ouais. C'est quand même... Et il n'est pas fini. Voilà, c'est la fin de cet épisode. On espère qu'il vous a plu et que vous avez appris autant de choses que nous.
Il nous reste encore plein de sujets à traiter dans cette série, et en attendant la suite, n'hésitez pas à faire un tour sur notre blog viragora.wordpress.com ou sur notre page Facebook pour lire nos articles et réagir dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à nous contacter si vous souhaitez publier un article, suggérer un sujet de podcast, publier un droit de réponse ou partager une info intéressante. À bientôt.